Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la PlayStation 2, la console de salon la plus vendue de l'histoire et son lecteur DVD si pratique. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur son hardware très particulier qui demande à bien des astuces de programmation. La première PlayStation de Sony Computer Entertainment se basait sur une architecture simple. Bien qu'ayant quelques lacunes pour afficher de la 3D avec précision, elle réussit à conquérir bon nombre de programmeurs. Son créateur, Ken Kutaragi, l'avait notamment rendu accessible grâce à un langage de haut niveau, le langage C. Une caractéristique qui la distinguait de sa rivale, la Saturn, qui, elle, nécessitait une maîtrise totale du hardware. Devant le semi-échec de sa 32 bits, Sega comprit dans la douleur que sortir une console avec une architecture arcade n'était plus à l'ordre du jour. Ces circonstances conduirent donc Sega à développer la Dreamcast, qui finit par sortir en fin d'année 1998. Cette nouvelle console employait notamment pour la partie graphisme une puce venant du monde des PC, la PowerVR, ce qui facilitait le développement. Du côté de Sony, pris de vitesse par cette nouvelle concurrente, Ken Kutaragi et son équipe continuèrent malgré tout sur leur lancée. Et contrairement à Sega pour la Dreamcast, ils firent le choix de développer une architecture graphique totalement inédite. L'idée de base était alors de proposer les meilleurs graphismes possibles, car le président de Sony s'était dit très déçu par la qualité des images de la PlayStation 1. Le président de Sony Computer Entertainment, qui n'était autre que Kutaragi, poursuivit donc son obsession de générer le plus de polygones possible. Cette philosophie de conception du système graphique allait être la base de la toute nouvelle console de la compagnie. L'obsession de Kutaragi s'expliquait également par sa frustration de n'avoir pu inclure de FPU dans la PlayStation 1. En effet, ce coprocesseur aurait permis un affichage de polygones beaucoup plus précis, ainsi que la gestion d'un mapping de textures offrant une meilleure perspective. Le nouveau projet de PlayStation se concentra donc avant tout sur l'amélioration des performances géométriques. Tandis que les dirigeants de Sony annonçaient que leur prochaine console serait capable d'afficher de la 3D semblable à celle de Toy Story, Kutaragi et son équipe finalisèrent le système graphique de la Next PlayStation. Un nouveau système qui reposait essentiellement sur un processeur graphique inédit, le Graphics Synthesizer. En effet, si le processeur central, doté d'un FPU, se basait sur le standard MIPS, le Graphics Synthesizer fut lui entièrement conçu par l'équipe de Ken Kutaragi. Ce processeur graphique contenait jusqu'à 4 mégaoctets de mémoire vidéo, une capacité plutôt modeste comparée à celle des cartes graphiques pour PC ou celui de la Dreamcast qui atteignait 8 mégaoctets. Mais l'idée de Ken Kutaragi était avant tout de sortir des standards de l'industrie pour créer quelque chose de nouveau. Une démarche qui rappelle celle ayant conduit à la création de l'Atari 2600. Ainsi, les architectures graphiques standards se comportent de manière dite statique, c'est-à-dire en ayant un bus de vitesse raisonnable et en remplissant la mémoire de la carte graphique. De ce fait, le GPU peut travailler tranquillement dessus. La PS2 allait, elle, choisir un tout autre chemin, bien plus dynamique. Pour cela, le choix de la RAM bus pour mémoire principale s'avéra décisif. En effet, seul ce type de RAM pouvait permettre au Graphics Synthesizer de récupérer assez rapidement les textures et autres informations graphiques dont il avait besoin pour l'affichage. Il ne faut pas oublier que celui-ci ne possédait à la base que 4 mégaoctets de mémoire. Et pour un jeu ayant comme résolution 512 par 512 pixels, la taille de l'image finale représentait à elle seule 2 mégaoctets. Si la situation était moins complexe que sur l'Atari 2600, qui était dépourvu de mémoire vidéo, l'architecture de la PlayStation 2 allait néanmoins obliger les programmeurs à streamer les informations à partir de la RAM principale. Et cela en permanence. Ainsi, si un jeu utilisant régulièrement les mêmes textures et effets pouvait éviter un flot d'informations trop intense, il en était tout autrement quand les développeurs se montraient plus ambitieux. Certains d'entre eux poussèrent même le vice jusqu'à streamer directement à partir du DVD. Le Graphics Synthesizer était en effet une puce redoutablement efficace qui, associée à l'Emotion Engine, s'avérait extrêmement rapide pour l'affichage de polygones. Mais elle ne possédait que peu de fonctions figées, telles qu'un anti-aliasing puissant ou de la compression. C'est pour cette raison qu'à l'instar de la Nintendo 64, il était possible de modifier les fonctions des unités vectorielles par le biais du microcode dédié, et ce, afin d'utiliser sa puissance selon les rendus désirés pour le jeu en question. Toutes ces raisons firent que la PlayStation 2 se montra très complexe à programmer et expliquent pourquoi les jeux de première et seconde génération ne lui rendirent pas vraiment honneur. Néanmoins, quelques développeurs parvinrent à maîtriser son hardware et à atteindre de véritables sommets.
le succès de la PlayStation 2 et la philosophie de son hardware amenèrent de nombreux programmeurs à appréhender de nouvelles techniques. Cette console restera une des dernières machines dans le monde du jeu vidéo à posséder une architecture aussi atypique. Son impressionnante vitesse de bus explique d'ailleurs les difficultés de son émulation chez celle qui lui a succédé. Mais ça, c'est une autre histoire.